Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au Poker, ce nouveau programme qui garantit la liberté d'expression, qui focalise également la diversité d'opinions et qui permet à dynamiser le courant d'idées. Ce soir, nous allons recevoir un homme de culture, mais aussi député élu PCT de la 3e circonscription de Poto-Poto, Monsieur Ferréol Ngassaki. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Et merci de répondre à notre invitation. Tout le plaisir est pour nous et je dois avouer que j'ai une certaine sympathie pour vous. Et je connais votre travail, que ce que vous abattez, et je vous tire ma révérence. Et c'est pourquoi j'ai accouru, parce que je pense que ça va être agréable d'échanger avec vous. Merci beaucoup pour votre soutien pour ce nouveau programme que nous avons mis en place, qui va être diffusé sur notre web média, mais aussi repris par des médias partenaires. Vous êtes député de la circonscription Trouin Poto-Poto ici à Brazzaville, vous êtes élu PCT. Dites-nous, quand vous n'avez pas de sessions ordinaires ou extraordinaires, quand vous n'êtes pas en descente parlementaire, c'est quoi le rôle du député à faire? Vous allez assister vos mandants dans les veillées, vous organisez les repas, c'est quoi le rôle? Bon, merci, vous me cueillez vraiment à chaud, on va dire, mais le rôle du député n'est pas complexe. Il est pratiquement double. C'est le vote de la loi et c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Je me permets d'abord de vous rappeler que tous les députés font partie de commissions permanentes. Ça veut dire que pendant toute l'année, toutes les sessions, nous sommes en permanence. Nous avons du travail. C'est-à-dire que quand ce ne sont pas des plénières, nous pouvons à tout moment être convoqués au niveau des commissions. Donc le travail, il se poursuit, on va dire, j'ai failli dire à l'infini, mais c'est vrai que c'est limité dans le temps. Maintenant, c'est vrai que ça fait, maintenant, on va dire, c'est une certaine récurrence. C'est-à-dire qu'on a un peu confondu, on s'est un peu mélanger les pinceaux parce que oui, effectivement, le député fait beaucoup de social. C'est vrai qu'il est interpellé chaque fois qu'il y a des décès, il est interpellé chaque fois qu'il faut résoudre certaines situations socio-économiques et je suis en train de penser au président de la RDC qui justement plaidait la cause des députés pour dire qu'ils ont besoin vraiment d'avoir des émoluments parce ils doivent faire face à tellement de situations. Est-ce qu'on est contraint, quand on est député de la majorité, député PCT, est-ce qu'on est contraint de trouver des solutions parce que vous ne pouvez pas peut-être donner des prétextes, des raisons. Vous êtes obligé, quand on est député du PCT? Non, c'est-à-dire que moi, personnellement, si vous m'amenez sur ce terrain, je vous dirais que je souhaiterais que la politique se fasse autrement. Un député, il a vraiment ses responsabilités et comme je disais tantôt, c'est un homme de cœur. Mais le député ne doit pas construire son programme ou non plus ne doit pas établir son bilan sur les apports qu'il ait pu faire à gauche, à droite, notamment s'il y a beaucoup d'exagération, construction de ponts, d'hôpitaux, de routes. Vous voyez, c'est pas ça le rôle du député. Et vous promettez parfois ça aussi pendant la campagne électorale. Mais parce que justement, je le disais tantôt, on s'est un peu fourvoyé. Mais maintenant, c'est vrai qu'on est un peu, on a mis les pieds dans le plat. Il faut peut-être redresser. Et je vous ai dit tantôt d'emblée que pour moi, la politique, elle doit se faire autrement. En tout cas, le mandat du député, en ce qui me concerne, il doit être évalué différemment. Et autant que faire se peut, on peut prêter son concours, aider certaines... la veuve, l'orphelin, c'est normal parce qu'on est des hommes de cœur. Le député doit avant tout être un homme de cœur, mais en fonction de ses moyens. Et ce n'est pas toujours le cas. Et ça pousse donc justement souvent à beaucoup d'excès. Merci bien, monsieur le député. Nous vous souhaitons bon vent d'ailleurs pour ce mandat que vous avez commencé. Merci. Et on vous voit souvent sur le terrain. Les populations, les mandats, certainement adorent ça. Et chaque fois, ils viennent frapper à votre porte. Mais vous êtes un auteur, un homme de lettres. Vous avez publié beaucoup de livres et parmi lesquels nous avons choisi donc Les hasards du destin. Un livre donc, qui est paru chez Harmattan Paris en 2019. Et dans ce livre, vous prenez la précaution déjà dès le départ pour dire toute similitude, toute ressemblance ou vraisemblance. Voilà, c'est pur hasard. Est-ce que vous écrivez pour vous cacher, pour vous évader?
pour ne pas toucher, lorsque vous prenez des précautions comme ça, c'est pour ne pas faire mal Non, mais à vos amis de la politique. pas du tout. Mais comme je l'ai dit tantôt, concernant la politique, parce que vous avez démarré par là, c'est vrai qu'on peut la faire aussi différemment, la politique. Et aujourd'hui, même en littérature, c'est vraiment quelque chose que je bénis. Parce que j'aurais pu aussi vous répondre à votre question précédente que, bon, c'est vrai que quand je ne suis pas à l'hémicycle, quand je ne porte pas l'écharpe de député, j'écris. Alors, vous êtes dans les... C'est vraiment une passion. Mais je pense que même en littérature, il faut qu'on commence à être un peu plus sincère. Je m'explique. Parce qu'on a souvent tendance à dire que ce qui est écrit, ce qu'on écrit, n'a rien à voir avec la vérité, en fait, la réalité. Mais je me rends compte, plus j'écris, plus je me laisse inspirer, qu'il est difficile de se départir de sa propre réalité. Donc, je veux dire, dans ce qu'on écrit, il y a forcément, je ne sais pas en termes de pourcentage comment expliquer ça, mais il y a forcément du vécu. Et il faut qu'on commence à avouer ces choses-là. C'est vrai que vous allez chercher dedans, on va peut-être approfondir, mais vous verrez qu'il y a quelques similitudes entre les personnages. Absolument. Et peut-être le vécu, l'environnement de votre serviteur. Vous tirez à leçon, vous comprenez que ça ne valait pas la peine déjà dès le départ, dans votre prologue ici, de dire que ça ne sert à rien, toute similitude. Si, ça sert à quelque chose parce que nous sommes des hommes de droit et de rigueur. Et il faut faire très attention parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'amalgame parce qu'on peut aussi vous poursuivre. Si dedans, je parle de M. Arsène Sévérin et je le décris, vous serez vous en droit de me poursuivre. Donc, nous sommes dans la fiction. Alors, les hasards du destin, est-ce que c'est une œuvre un peu autobiographique? Vous parlez de vous, ce personnage principal, donc Sinclair, du village, qui arrive en ville, qui arrive jusqu'en Europe. Est-ce que c'est une œuvre? Non, ce n'est pas une autobiographie, mais j'allais dire que c'est une autobiographie de ma génération. Ça, on peut le dire. Ma génération, c'est parce que, bon, évidemment, on évolue, on grandit, on est avec une certaine génération. Et puis, bon, on retrouve un peu, il y a des points un peu, on va dire, communs. Et bon, c'est vrai que comme Saint-Clair, moi, j'ai été... Enfin, ça a été vraiment une parenthèse, le village. Parce que je suis né au village et tout de suite après, je me suis retrouvé en face des ors, en face des flambeaux lumineux au niveau de l'Occident. Donc, bon, j'ai retrouvé aussi beaucoup d'amis, beaucoup de générationnels. Donc, c'est de ça que je parle. Mais ce n'est pas une autobiographie à proprement parler de faits réels. Justement, ces jeunes qui quittent les bourgades, qui quittent les petits villages, ou bien même les grandes villes de chez nous, qui ne sont pas suffisamment développées, à comparer à toutes les villes qui sont citées ici, Paris, Londres, Vienne, et toutes ces villes. Est-ce que c'est dangereux, les villes, pour la jeunesse, quand ils ne sont pas suffisamment préparés? Absolument, absolument. Vous savez, moi, je suis en train de faire, on va dire, une formation à revers, à rebours, parce qu'en réalité, je pense que j'ai manqué beaucoup de choses. Une certaine moralité, une certaine morale, une certaine sagesse, une certaine école. Et vous voyez, j'ai plutôt tendance maintenant, moi, souvent vous entendrez, je suis en train de repartir vers le septentrion, qui est mon milieu naturel, mais que je ne connaissais pas bien. J'ai dû attendre plusieurs années. Mais c'est vrai que lorsqu'on n'a pas ces repères, il faut faire très attention, on se perd très rapidement. Parce que le contact, on va dire brusque, avec ces grandes métropoles peut être fatal. Et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs à nombreux de mes congénères. Vous savez, vous tombez en face de certains vices. Bon, dans les grandes villes, c'est quoi? C'est la drogue, c'est l'alcool, c'est la vie facile, l'argent facile. C'est ça, le Donc, trottoir. voilà, le trottoir, facilement. Beaucoup se sont retrouvés sur le trottoir. Et puis, évidemment, c'est aussi la fin, les fatalités. Hein. On peut facilement, il y en a qui se retrouvent dans des milieux, dans le gangstérisme, par exemple. Et c'est vrai qu'il faut faire très attention. Mais est-ce qu'on peut faire la même lecture dans le cadre des sociétés congolaises, les villes congolaises, Brazzaville, Pointe-Noire, où se développe le phénomène de Kuluna et du grand banditisme? Mais absolument, bien sûr. Lorsque je parle, moi j'étais je pense que la ruralité a encore de beaux jours devant elle, même si aujourd'hui on parle d'exode rural, mais c'est vrai qu'il y a des valeurs qu'on ne trouve pas ailleurs. Vous partez de Wando, de Bunji, je sais pas, de Sibiti pour aller directement à Brazzaville, au Point Noir. Bon, il peut y avoir justement ce choc un peu d'éducation, ce choc éducationnel, on va appeler ça comme ça. Et c'est vrai que ça peut créer
des contradictions. Pour parler de la jeunesse, et plutôt Oui. vous avez parlé de la Oui. jeunesse, de la Le phénomène délinquance. Bon, Koulouna, là c'est un peu... le banditisme scolaire. c'est un cas encore assez particulier parce que là, on va parler de crise, on va parler de choc aussi de génération. Et il faut donc trouver le juste milieu. Aujourd'hui, nous sommes dans une période, de mon point de vue, une période de crise qu'il faut savoir juguler. Mais peut-être vous n'êtes pas déjà de la classe de ceux qui doivent passer la main, mais vous êtes peut-être Ah dans la si, transition. je pense Mais que est-ce que si, vous oui. comprenez ça, qu'il faut un jour passer la main? Ah oui, oui, non, Et dans votre... Vous êtes élu PCT, on va peut-être faire un saut dans le parti. Comment ça se prépare, le renouvellement de la classe politique bon, ou de la société? il est bien évident que vous avez, comme la plupart des téléspectateurs ici, suivi que le chef de l'État, le président de tous les Congolais, a fait de 2024 une année de la jeunesse. Ça veut dire que ça, en réalité, c'est même qu'on a bien compris. Mais ce n'est pas nouveau en réalité, parce que la jeunesse, on lui a cédé le flambeau depuis très longtemps. Moi, j'en veux pour preuve les années 90, où le chef de l'État s'était entouré de beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, ils sont plus jeunes, c'est un peu... Bon, c'est une autre génération, mais je dis que la jeunesse, on lui a déjà passé le flambeau depuis très longtemps. Dans ce but-là, justement, de permettre que ce témoin soit pris et que, bon, justement, on puisse aller dans le sens de l'innovation, de la modernité. Mais Et bon, souvent, l'analyse part... au sein du Parti congolais du travail, c'est quoi? La jeunesse n'est pas prête encore? Ah si, elle est prête, mais en réalité, vous savez, le problème, c'est qu'elle n'a peut-être pas les mêmes repères. Parce que les jeunes, enfin, nos anciens qui étaient plus jeunes ont pris, à l'époque, c'était au bout du fusil que le pouvoir se prenait. Aujourd'hui, il faut avoir les arguments pour convaincre, de conviction. Il faut faire ses preuves, hein, n'est-ce pas? Il faut avoir un certain bagou. Mais on demande justement à cette jeunesse de témoigner, de le démontrer. C'est souvent pas évident. Parce que, bon, on a souvent baigné dans une certaine facilité. Donc, nous avons entièrement confiance en la jeunesse. Maintenant, c'est à elle de faire ses preuves. Vous parlez des différents challenges. Est-ce que parfois, il vous arrive... Oui, vous êtes député, mais est-ce qu'il vous arrive à l'esprit, au lieu de rester légiférer, voter les lois, rentrer dans l'action, rêver d'être ministre pour aider la jeunesse et accompagner certainement le chef de l'État? Non, nous accompagnons tous. Parce que c'est pas vous que j'ai rappelé que nous sommes dans un régime qui prône la séparation des pouvoirs et chacun a son rôle à jouer. Au niveau du législatif, nous votons, nous l'avons dit tantôt, les lois. Nous contrôlons l'action du gouvernement, c'est-à-dire que chacun prend sa part où il est. Et nous sommes tous en réserve pour exercer ou pour assumer certaines responsabilités. Parce qu'on en parle quand même dans le livre, ce jeune ministre aimé de tout le monde. Sans doute. Ça reflète parfois vous-même aussi, aimé de Poto 3. Sans doute à une certaine époque, mais aujourd'hui, on voit que tout le monde a sa place et tout le monde peut dire son mot. C'est-à-dire qu'en tant que député, je pense avoir autant de satisfaction que si je me retrouve à l'exécutif. Non, le plus important, c'est de pouvoir servir là où on est. Mais vous ne direz pas non si une proposition arrive. Non, souvent, l'Assemblée est appelée, le Parlement est appelé réserve ministérielle. Donc, c'est une continuité. Et c'est en fonction des majorités. Hein. Donc, nous sommes en réserve pour la République. Ça va de soi. Alors, M. Ferréol Ngasaki, je rappelle que vous êtes un homme de culture, dont le goût pour la rumba est indiscutable dans notre pays. Vous avez fait beaucoup pour la rumba congolaise. On va aller pas à pas. Récemment, donc le mois dernier, vous avez organisé à Ouando le concept Rumba Jungle. Oui, oui. Alors, c'est quoi ce concept? J'ai beaucoup apprécié. En tout cas, la deuxième édition s'est très bien passée. Au départ, vous savez, nous, on aime accompagner. Tout à l'heure, on l'a dit, hein, chacun de nous doit pouvoir prendre sa part. Alors, tantôt, vous me parlez du député et pourquoi pas ministre, mais en réalité, où l'on se trouve, on doit avoir l'impression de servir réellement son pays, sa nation. Rumba Jungle, c'est simple, c'est-à-dire que lorsque l'UNESCO a daigné enfin inscrire notre rumba au patrimoine immatériel universel de l'UNESCO, on a compris qu'il fallait l'accompagner, et de diverses manières. La solution que nous avons trouvée à notre niveau, c'était justement de créer ce festival pour justement inciter les deux Congos, les deux rives du fleuve Congo à mieux porter
ce bijou. C'est un cadeau qu'on nous a fait, mais en rappelant que nous avons 5 ans pour procéder à un rapport périodique vis-à-vis de l'UNESCO. Et donc, après 5 ans, on va nous demander, à nous tous les Congolais, qu'est-ce que nous avons fait. Comme ça se passe ailleurs, à Cuba, on a créé des écoles, on a transcrit cette musique, on l'écrit, on peut l'interpréter à volonté. Elle est exportée, elle est valorisée à gauche, à droite. Voilà, nous, c'est à travers ce concept-là, nous voulions justement valoriser, apporter notre contribution, comme je le disais tantôt. Et donc, nous avons encore 2 ans. Il faut que chacun prenne sa part. Et on rappelle, parce que vous savez, nous avons tendance, nous, les Congolais, à souvent dormir sur nos lauriers. Et il y a un panéliste la dernière fois qui a pris justement l'exemple de Yaoundé. On parlait du sport, on parlait du sport du football en 72. Il a dit qu'on a gagné la Coupe d'Afrique en 72 et depuis plus rien. On s'est endormi sur nos lauriers. Donc, c'est ce qu'on voulait dire. Nous avons cette inscription au patrimoine universel. Il faut maintenant qu'on aille plus loin. Est-ce que c'est peut-être pas votre soif de continuer la fonction de commissaire général du FESPAM que vous avez géré depuis un moment, mais après, vous n'êtes pas arrivé au bout de vos rêves. Non, vous voulez revenir par la rumba djinga? Non, pas du tout. Mais je vous ai dit tantôt que nous, on aime bien. On aime créer des concepts comme ça pour accompagner et qu'on sente que nous sommes des Congolais. Vous avez parlé du FESPAM, mais je voudrais parler j'ai un concept qui s'appelle Miss Indépendance. Lorsque le président de la République a décidé de la municipalisation accélérée à travers tous les départements, nous nous sommes dit, mais pourquoi pas accompagner ce concept-là en créant un concours de beauté, et puis on montrerait les filles de toutes ces contrées pour voir un peu la particularité que chacune a. Donc, nous, on est animés par cette impulsion, cette volonté-là de vendre en fait l'image du pays. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, c'est vrai que quand vous revenez au FESPAM, oui, nous avons été très fiers de le diriger en 2003 avec le ministre Gakossé. C'était un moment formidable. Je pense que, bon, c'est une des éditions qui a marqué faire rêver les gens à avoir un plateau sur le fleuve Congo. C'était ça, oui. C'était un rêve. Bon, qui n'était pas loin de devenir réalité. Ce n'était pas une fiction, mais bon, on n'est pas allé jusqu'au bout. Oui, c'est vrai. J'avoue aussi, c'est-à-dire que parmi les inaccomplis, je pense qu'il y aurait ça, parce que c'est vrai que je rêvais, mais on n'est pas si loin que ça. Je rêvais d'avoir justement cette vue-là féerique sur le fleuve Congo, et puis à partir, par exemple, d'ici, on verrait tout ce qui se passe là-bas, comment justement illuminer ce fleuve-là à l'occasion d'un festival. Mais c'est une idée, nous la donnons volontiers au gouvernement, à notre jeune frère qui est là, au gouvernement, au commissaire général. Oui, au commissaire général. S'il peut l'exploiter, pourquoi? Le fleuve est là, le fleuve a tellement regorge de richesses, pourquoi pas? Oui. Alors, Monsieur Ferroyo Ngasaki, on reste dans la musique parce qu'on sait que vous avez joué un rôle à la fin des années 90, un rôle très important avec la création et la promotion de l'orchestre extra-musica. Oui. Vous étiez peut-être le parrain, sinon un peu le doyen de tous ces jeunes-là. Absolument. Dites-nous un peu, les débuts, c'était comment vous avez cru à ces jeunes venus un peu de partout? Mais ça a été, mais j'aime bien, il faut bien que je me décide enfin d'écrire quelque chose dessus. Mais parce que j'avais déjà, je vous l'ai expliqué un peu, similitude avec les hasards du destin, mais je me suis retrouvé saltimbanque. Il m'est arrivé aussi de gratter sur la guitare. Donc j'aime bien la musique, on va dire. Et je suis très éclectique en matière de musique. Et donc, je terminais mes études. Je suis rentré sur Brazzaville dans les années 91. Et bon, certains de mon environnement, connaissant mes goûts, justement prononcés à l'époque, on est tous des haïkophiles, on va dire. Et les gens étaient persuadés que si je regardais, je pouvais aller voir ce groupe rester, je serais sous le charme. Mais ça a dû attendre longtemps, hein. Je crois que c'est une année après, par hasard. En fait, le hasard, vous savez pourquoi le hasard est toujours là, il est toujours présent. Et ils se sont retrouvés à une veillée juste à côté de chez moi, à Wendy à l'époque. Je suis allé. Comme c'était pas loin, ça ne me valait pas grand-chose d'y aller voir. Et franchement, je suis tombé sous le choc. Ils étaient tellement talentueux, ils interprétaient tous les titres du moment. Et donc là, ça s'est fait comme ça rapidement. Je leur ai donné rendez-vous à 2 pâtés de là j'habitais. Je leur ai dit, venez me voir. Il y avait Roga, Kilambongo, Régis Touba, Guigui Fali. Bon, enfin, je peux les citer tous. Et puis voilà.
c'est comme ça que cette aventure a commencé. Et je trouvais ça tellement merveilleux. En fait, je n'y ai pas réfléchi. Et il y avait un certain À l'époque, on voulait bien Damien Dupion à Wenge Oui, aussi. oui, oui, c'est exactement. En fait, eux, ils ils avaient un peu toutes ces tendances-là. Ils aimaient aussi bien Pepe Kale, Wenge, Zaeko. Donc, ils avaient réussi à créer. Et quand ils ont commencé même à composer leurs propres titres, c'était prodigieux. Je me rappelle, dans la même période, il y avait un concert. À l'époque, il y avait un supermarché GB, comment on appelle le rond-point du Renouveau, là. Et il jouait et il y avait comme invité d'honneur Jossard, et qui a été subjugué par ces jeunes. Il a dit, mais il aurait même dit au père Otto, au père à son âme, il dit, mais ces petits-là sont prodigieux. Et c'est Roga déjà qui faisait des prouesses avec sa guitare. Ce qui m'a personnellement marqué chez ces jeunes-là, c'est qu'ils avaient cette volonté de réussir. C'est ça d'abord, il faut. Vous avez beau avoir du talent, si vous n'avez pas cette volonté-là de parcourir des épreuves, vous n'arriverez pas. Et en tout cas, on s'est retrouvé dans des situations, de nombreuses situations. J'ai managé le groupe, donc, et puis après, de fil en aiguille, ils ont pu avoir un premier manager, c'était Denidé, avec Edgar, qui ont produit le premier album. Après, il y a eu le premier voyage au Gabon, et puis bon, après, c'était une succession. Il y a eu, voilà, tous ces voyages, oui. Abidjan, Bamako. Voilà, oui, après, après c'est la folie. C'est-à-dire que c'est l'Afrique, on a découvert l'Afrique. Mais non, d'abord, on a découvert, vous savez, c'est terrible, parce que moi, j'ai même découvert mon propre pays grâce à Extra Musica. Donc, il y a un travail de sable qui a déjà d'abord été fait ici au niveau du pays, parce que c'est ça aussi qui est important. C'est-à-dire que c'est difficile, comme je disais tantôt, tout est lié à la littérature, parce que si vous n'avez pas les prémices, vous n'avez pas vos racines, si vous ne savez pas les développer, vous ne pouvez pas aller faire fortune ailleurs. Et donc, Extra a d'abord eu, en quelque sorte, on va appeler ça une bénédiction nationale, avant d'aller après. Et tous ces voyages avec les jeunes, souvent c'est compliqué. Comment vous avez pu gérer tout ça dans la discipline et l'unité du groupe? Il y avait une très bonne ambiance, et surtout, la force d'Extra à cette époque-là, c'est que tous ces jeunes-là représentaient en quelque sorte le terroir national. Et ça, c'était la plus grande force. Je pensais, moi, que c'était quelque chose vraiment de béni. Parce que tout le Congo se trouvait représenté, et on avait un peu la sensation, c'est comme si on était en mission. Vous savez, à l'époque, vous ne l'avez pas dit tout à l'heure, mais je suis, moi, au cadre des affaires étrangères. Et donc, on me passait même ce caprice des affaires étrangères. Quand je revenais pour travailler, on me disait, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Ce que tu fais à l'extérieur est tellement bien, continue à gérer nos jeunes, parce que nous sommes très fiers de vous aujourd'hui. Comme diraient certains jeunes. L'histoire aussi vous accuse d'avoir, en tant que grand frère, laissé peut-être Roga et Quentin se rentrer dedans et le groupe. Non, on ne va pas rentrer dans ces détails, mais il y a un moment, Roga estimait que ceux qui étaient en attaque en faisaient un peu trop. Il était déterminé à démontrer que lui, il avait aussi des talents, que c'était lui qui était l'homme orchestre. Mais quelque chose, ça, aujourd'hui, avec le temps, ce n'est pas quelque chose de contestable. Mais au départ, moi, j'avoue que moi, je n'avais qu'une seule volonté, c'était de garder un peu cette plateforme nationale. Mais après, c'est difficile, parce que la réalité, c'est que quand il y en a un qui émerge, après, il y a les autres qui veulent suivre et ainsi de suite. Donc, ça c'est dans l'air du temps. Hein. On ne pourra jamais comprendre et on ne pourra jamais combattre ce phénomène qui est récurrent. Vous n'avez pas soutenu, vous avez plutôt penché du côté Roga. Non, enfin, on ne va pas dire ça comme ça, mais peut-être que c'est lui qui était plutôt, peut-être que c'est lui qui m'a plutôt soutenu, vous voyez. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça à décrire, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, j'ai une pensée pour tous ces jeunes, les branchages d'Extra Musica. Justement, avec le temps, avec le recul, quand vous voyez ces jeunes, Roga qui fait carrière, qui a appris, enfin qui continue avec son orchestre, et tous ces jeunes qui sont partis, quand vous voyez avec le recul, vous avez un sentiment de satisfaction aujourd'hui? De fierté, absolument. Absolument, parce que nous avons créé une dynamique, et aujourd'hui c'est difficile de parler musique sans parler d'Extra Musica. Donc pour moi, c'est quelque chose de formidable, et je revendique fortement. Roga au casino d'ici. Le 19 mai prochain. Est-ce que vous êtes invité, j'espère? Oui, mais enfin, là n'est pas la question. Oui, je soutiens même. Justement, la question c'est que, est-ce que vous n'aurez pas souhaité, vous n'avez pas entendu autour de vous, qu'on aurait voulu voir à Arena, par exemple, que plutôt d'aller dans une petite salle? Non, mais c'est une très belle question. Mais vous savez que le casino, c'est une salle mythique. C'est pratiquement 2000 places, oui.
Et il faut quand même avouer quelque chose. On est là, je regarde là, au distribuer des missions poker, on est franc du collier. Mais en réalité, les autres, je vais citer la République démocratique du Congo, ils ont vraiment le sens, en tout cas pour ces questions-là, ils ont vraiment le sens du patriotisme. C'est-à-dire que vous avez deux prestations de deux grands musiciens de la RDC, ils vont se faire violence et ils iront aux deux concerts. Chez nous, c'est un peu plus compliqué. Et ceux qui vont les plus nombreux, ce sont peut-être ceux de la RDC, ce sont les Ouest africains, mais c'est rarement les Congolais. Donc, à ce niveau-là, c'est un peu difficile. Mais vous avez vu comment Roga a fait le stade. Donc, ce n'est pas impossible. Mais je pense qu'il a préféré, bon, je ne peux pas parler à sa base, mais il a préféré passer par cette salle mythique, parce qu'on a fait à l'époque, on avait fait l'Olympia, vous avez le Zénith, tout ça. Esra est passé par tous ces endroits. Mais le casino aussi, c'est pas mal. Le Bataclan, pourquoi pas Arena. Mais bon, il faut aussi suivre la mode comme ça, aller pour y aller. Hein. Je pense que c'est des choses qui se préparent. Chacun, chacun va à son rythme. Il faut bien se préparer, forcément à son rythme. Parce que je suppose que de temps en temps, il passe demander conseil à... Oui, bien sûr. Oui. Très, très souvent, très souvent. Mais vous avez Rumba Jungle, il était avec nous à Wando. C'est lui qui a, comme en bon fils du pays, il est venu faire sa prestation formidable. Nous étions très honorés. Voilà, Monsieur Ferrer Ngasaki, nous arrivons au terme de cette discussion. Déjà, c'est trop rapide. Oui, ben voilà, c'est le jeu de cartes qui va très vite. Et donc, vous avez été notre joker de ce soir. Lorsque vous regardez donc tous ces jeunes qui font un travail culturel dans ce pays, dans les lettres ou dans la musique, est-ce que vous avez envie de leur dire? Bon, on a parlé de la jeunesse tantôt, et je dois avouer quand même qu'elle se débrouille pas mal, notamment en littérature, et là, je ne vais pas citer des noms, mais elle se bat bien que ce n'est pas toujours évident. Mais parce que souvent, on se plaint un peu du fait que bon, il n'y ait pas de soutien. Mais ce n'est pas ça. Il ne faut pas attendre le soutien. En réalité, ils ont compris maintenant à le faire, et on voit comment ils participent à de nombreux festivals. Notamment, je reste dans la littérature, mais je pourrais parler de tous les arts. Hein. Il y a aussi la peinture, c'est formidable. Nous avons de très grands talents. Mais qu'est-ce que je leur dirais? Oui, de garder espoir. Et surtout, nous devrions ensemble batailler pour obtenir, comme qui dirait, des fonds de soutien. C'est important. Parce que nous avons de l'art. Je pense au cinéma, je pense au théâtre. Et il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des jeunes qui arrivent à émerger. Mais souvent, il y a un peu de découragement. C'est ça. Hein. En fait, il faut vraiment les encourager pour leur dire que nous, là, personnellement, je fais partie de ceux qui sont prêts à se battre d'arrache-pied pour justement permettre à ces expressions-là de triompher. Merci beaucoup, Monsieur Ferrer Ngasaki. Vous avez été notre invité à ce jeu du poker de ce soir. Donc, je rappelle que vous êtes député élu PCT de la circonscription 3, Poto-Poto, ici à Brazzaville. Et vous écrivez et vous êtes un opérateur culturel qui aujourd'hui a fait des affaires étrangères. Oui, vous êtes également un cadre du ministère des Affaires étrangères, diplômé. Vous avez un diplôme en études supérieures sur les relations internationales. Il faut le rappeler. Mais après, vous donnez beaucoup dans la culture et dans les lettres, ce qui est une bonne chose. Oui. Et chers amis internautes, nous vous invitons à vous abonner pour continuer à suivre Poker et à suivre Poker sur des chaînes partenaires comme TPT+. Merci et à la prochaine.